Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans une nouvelle émission avec nos chers invités Christophe Deloire, Stéphane Taillat, Jamal Khashoggi, Mathieu Duchamp et Benoît Bringer. À ce jour, nous allons vous présenter la liberté d'information, étroitement liée à la liberté d'expression, est un pilier de la démocratie. Elle est en effet nécessaire pour que se forme une opinion publique libre, capable de prendre des décisions éclairées, mais à la fois dans le monde et en France. La liberté d'information est souvent menacée. Donc pour commencer notre émission sur la liberté d'information, nous avons l'honneur de recevoir à Christophe Deloire, membre de Reporters sans frontières, une organisation internationale fondée en 1985 qui lutte pour la liberté de la presse et la protection des journalistes à travers le monde. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière l'association Reporters sans frontières participe à défendre la liberté d'information ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, l'association de Reporters sans frontières joue un rôle crucial dans la défense de la liberté d'information à travers diverses initiatives et actions. Donc, le plaidoyer et la sensibilisation. La RSF mène des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention sur les violations de la liberté de la presse et pour encourager les gouvernements et les organisations internationales à prendre des mesures en faveur de la liberté d'information. Donc, l'association publie des rapports et des communiqués de presse pour dénoncer les attaques contre les journalistes et les médias. Puis, le soutien aux journalistes en danger. Donc, la RSF soutient indirect aux journalistes en danger, notamment par le biais de l'assistance juridique, de la protection physique et à l'aide de la réinstallation pour ceux qui sont contraints de fuir leur pays. Donc, l'association fournit également des équipes de sécurité et des formations pour aider les journalistes à travailler dans des environnements hostiles. La RSF lutte contre la censure en aidant à contourner les restrictions sur l'accès à l'information. Par exemple, l'organisation développe des outils pour accéder à des sites web bloqués et pour sécuriser les communications des journalistes. La défense de la liberté de l'Internet, reconnaissant l'importance croissante de l'Internet dans la diffusion de l'information. La RSF défend également la liberté d'expression en ligne. Ah oui, d'accord. En fait, la RSF soutient également les journalistes en danger, lutte contre la censure et défend la liberté d'Internet. Donc, monsieur, maintenant, pourriez-vous me dire quels sont les pays où la liberté de la presse est la plus menacée aujourd'hui ? Donc, en 2024, plusieurs pays continuent de présenter des menaces significatives pour la liberté de la presse. Parmi les plus notables, on trouve l'Érythrée, considéré comme le pays le moins respectueux de la liberté de la presse, avec un contrôle strict du gouvernement sur les médias et des journalistes souvent emprisonnés ou exilés. Puis on a la Corée du Nord, les médias sont entièrement contrôlés par l'État et les informations provenant de l'extérieur sont strictement interdites. L'Iran et la Syrie, les journalistes sont régulièrement arrêtés et harcelés, surtout ceux qui couvrent des sujets sensibles ou critiques du gouvernement. Et la Chine, la censure est omniprésente et les journalistes critiques du régime risquent la prison ou la répression. Donc ces pays illustrent les environnements les plus hostiles pour les journalistes, où la liberté de la presse est gravement restreinte par des régimes autoritaires. Donc merci monsieur Deloire. Notre prochain invité est un avocat spécialisé en droit de l'information et auteur du livre L'affaire Pentagon Papers, monsieur Stéphane Taillat. Cette affaire emblématique des années 1970 a mis en lumière les tensions entre le gouvernement américain et la liberté de la presse. Bonjour, pourriez-vous nous résumer l'importance de Pentagon Papers et l'impact qu'ils ont eu sur la jurisprudence concernant la liberté de la presse ? Bonjour, tout d'abord, merci de m'accueillir. Bien sûr, les Pentagon Papers sont, pour faire simple, un ensemble de documents politiques secrets du département de la défense des États-Unis qui vont venir détailler la politique militaire du gouvernement américain au Vietnam de 1945 à 1967. Ces documents ont été divulgués en 1971 par Daniel Ellsberg, un ancien analyste militaire. Leur publication par le New York Times et le Washington Post a révélé au grand public les mensonges et les dissimulations du gouvernement américain concernant cette guerre du Vietnam,
C'est donc un impact qui a été énorme. La publication des Pentagon Papers a provoqué une onde de choc, une véritable onde de choc, où à travers le pays, le public a été scandalisé de découvrir que les gouvernements avaient systématiquement menti sur la progression et les perspectives de la guerre du Vietnam. Cela a fortement érodé la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. En réponse, le gouvernement Nixon a tenté d'empêcher la publication de ces documents, ce qui a conduit à une bataille juridique historique. Fascinant, merci pour cet éclairage précieux sur l'affaire de Pentagon Papers et son impact durable. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer en quoi cet événement est-il un tournant dans l'histoire de la liberté d'expression et de la presse ? Absolument, le gouvernement Nixon a tenté d'obtenir une injonction pour empêcher cette publication des Pentagon Papers, invoquant des raisons de sécurité nationale. Cette affaire a rapidement escaladé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui a rendu son verdict le 30 juin 1971. La Cour a statué en faveur du New York Times et du Washington Post, affirmant que le gouvernement ne pouvait pas exercer cette censure préalable, à moins de prouver un véritable danger immédiat et direct pour la sécurité nationale. Ce verdict a été une victoire monumentale pour la liberté de la presse et il a donc affirmé le droit des médias de publier ces informations d'intérêt public, même si elles embarrassent le gouvernement. Cette décision a donc renforcé le rôle de la presse en tant que contre-pouvoir essentiel dans une démocratie et protégeant le droit du public donc à être informé des actions de ses dirigeants. On vous remercie, Monsieur Taïa. Nous avons maintenant avec nous un journaliste exilé, Jamal Khashoggi, qui a dû fuir de son pays en raison de son travail journalistique. Bonjour, merci de nous rejoindre. Pouvez-vous nous raconter votre expérience et ce qui vous a poussé à quitter votre pays pour garantir votre sécurité et continuer votre travail ? Donc bonjour Gonzalo de m'avoir accueilli dans ce podcast. Je vais maintenant vous raconter un peu de mon histoire. Depuis ma jeunesse, j'ai été passionné par le journalisme, ce qui m'a conduit à une carrière riche et variée. J'ai eu l'honneur d'être rédacteur en chef de journal saoudien Al-Watan et plus tard chroniqueur pour le Washington Post. En tant que journaliste, j'ai toujours ressenti une profonde obligation de dire la vérité, même lorsque cette vérité était inconfortable pour les puissants. En Arabie Saoudite, cette quête m'a mis en opposition avec le gouvernement, en particulier avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. J'ai critiqué l'absence de liberté d'expression et les violations des droits de l'homme dans mon pays. Donc, face à la pression croissante et craignant pour ma sécurité, j'ai pris la difficile décision de m'exiler aux États-Unis en 2017. Là-bas, j'ai trouvé refuge et un nouveau foyer au Washington Post, où j'ai continué à écrire des articles dénonçant les injustices et appelant à des réformes en Arabie Saoudite. D'accord, très intéressant. Tout au long de ce dur et triste exil, est-ce que vous pourriez nous présenter les défis qui vous ont posé problème dans cette vie quotidienne de journaliste en exil ? Donc oui, nous en tant que journalistes en exil, nous affrontons de nombreux défis quotidiens. Nous vivons sous la menace constante de représailles, ce qui met finalement notre sécurité en danger. L'isolement loin de notre famille et de notre réseau professionnel est difficile, tout comme l'accès à des informations fiables sur notre pays d'origine aussi, et nous devons aussi adapter à une nouvelle langue et culture, trouver des sources de revenus et faire face à la surveillance ou à la censure. Mais malgré ces obstacles, nous continuons courageusement notre travail essentiel. J'espère finalement que mon sacrifice rappellera au monde l'importance de protéger ceux qui ont le courage de dénoncer l'injustice et de garantir que la liberté d'expression ne soit jamais réduite au silence. Merci de nous avoir prêté de votre temps, Monsieur Khashoggi. Pour continuer, nous accueillons un modérateur connu sur les réseaux sociaux, un métier crucial mais souvent méconnu. Bonjour Monsieur Deschamps, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail et comment vous contribuez à la gestion de la liberté d'expression et de l'information sur les plateformes numériques ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Mon travail consiste à modérer le contenu sur les réseaux sociaux pour assurer un environnement sécure et respectueux. Cela signifie que je surveille les publications et les commentaires pour m'assurer qu'ils respectent les règles de la plateforme. Lorsque je trouve des contenus malfaisants, comme les discours de la haine, la désinformation ou le harcèlement, je les supprime pour protéger la communauté. En ce qui concerne la gestion de la liberté d'expression et de l'information, mon rôle est d'équilibrer cette liberté avec la sécurité et le respect des utilisateurs. Nous permettons aux gens de s'exprimer librement tout en fixant des limites claires pour empêcher les abus. Les décisions de modération sont prises de manière transparente et nous évoluons continuellement pour nous adapter aux changements culturels et sociaux. Ainsi, je contribue à créer un espace en ligne où chacun peut partager ses idées en toute sécurité et dans le respect des autres. D'accord, pour ce que je comprends, vous dites que vous progressez constamment afin de nous ajuster aux évolutions culturelles et sociales. Mais maintenant, pouvez-vous nous répondre à quel type de contenu modérez-vous le plus souvent et pourquoi ?
Les types de contenus que je modère le plus souvent incluent principalement les discours de haine, le harcèlement, la désinformation, le contenu inapproprié et le spam. Les discours de haine sont des contenus qui incitent la violence ou la discrimination contre des groupes ou des individus basés sur leur race, religion, genre, orientation sexuelle, etc. Ces contenus sont modérés pour prévenir les conflits et protéger les utilisateurs vulnérables. Merci beaucoup Mathieu Deschamps. Passons enfin au dernier invité, Benoît Bringer, journaliste de Cache Investigation, une émission française connue pour ses enquêtes approfondies sur des sujets sensibles. Bonjour, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que journaliste d'investigation et des défis que vous rencontrez lors de vos quêtes? Bonjour, salut tout le monde, c'est moi, Benoît Bringer, et merci de m'avoir accueilli sur ce segment. Donc d'abord, les Cache Investigation, c'est une émission où nous enquêtons sur des sujets vraiment importants. Nous passons beaucoup de temps à chercher des infos, à lire des documents secrets et à parler avec des gens pour découvrir la vérité. Nous allons même parfois dans des endroits où nous ne sommes pas bienvenus pour trouver des réponses. Voici quelques exemples où les sujets que nous avons couverts. Donc première, il y a les conditions de travail chez la compagnie Amazon. Nous avons montré comment les employés d'Amazon sont traités. On a appris que les conditions de travail sont très dures et que les salariés sont souvent sous pression. Après, on a l'industrie de tabac. Nous avons enquêté sur les grandes entreprises de tabac et avons relevé comment elles essaient d'éviter les lois et d'influencer des décisions politiques. Et dernièrement, on a l'industrie pharmaceutique. Nous avons aussi dénoncé des pratiques discutables dans certaines entreprises pharmaceutiques, ce qui a soulevé beaucoup de questions sur la sécurité et l'éthique de ces compagnies. Donc très bons exemples pour nous faciliter la compréhension sur le sujet. Maintenant, pourriez-vous nous donner quelques exemples d'impacts au cours de ces enquêtes? Donc, il y a nombreux des impacts sur ces enquêtes. Nos reportages de Cache Investigation ont souvent des conséquences très importantes. Par exemple, après certaines enquêtes, les lois ont été changées et les débats publics ont été lancés. Les entreprises concernées réagissent souvent en essayant de défendre ou de changer leurs pratiques. Mais pourquoi ça, c'est très important? Ce qui est cool et intéressant avec le Cache Investigation, c'est que nous ne contentons pas de donner des informations de surface. Nous allons vraiment au fond des choses et nous n'avons pas peur de poser des questions très difficiles. Notre travail est super important parce qu'il aide les gens à comprendre des problèmes complexes et à voir ce qui passe vraiment derrière les portes closées. En gros, le Cache Investigation est plus qu'une simple émission télé. C'est un outil qui aide à rendre nos sociétés plus transparentes et plus justes. Si vous vous intéressez à la vérité et la justice, vous devriez vraiment regarder cette émission. Donc merci Monsieur Bringer, on vous remercie votre participation. Donc je voulais remercier tous nos invités pour ces échanges enrichissants sur la liberté d'information. Nous espérons que ces témoignages ont permis de mieux comprendre les différents aspects et défis de ce droit fondamental. À très bientôt sur notre web radio pour des nouvelles émissions sur des sujets tout aussi passionnants.